Bonsoir Mickey. Bonsoir Bernard. Le stage vient de se terminer. Donc la dernière fois, c'est toi qui m'avais interviewé. Ouais. Et puis après, on avait eu une conversation. Puis j'ai dit, tiens, c'est dommage qu'on ne l'ait pas interviewé, qu'on ne l'ait pas enregistré. Donc, on fait le compte, c'est moi qui vais t'interviewer. Donc, tu désires être en cachet. Voilà, donc c'est ton choix. Et moi, je vais donc te poser les questions. Alors, la question que je t'avais demandé, c'était comment tu avais découvert l'existence de ce dojo, de ma personne, voilà, du ninjutsu, voire en général, etc. Un petit peu ton histoire, quoi, qui t'a emmené vers nous. Qu'est-ce qui t'a emmené vers nous, quoi? Oui, alors donc c'est une longue histoire. Donc pour commencer, donc juste pour me présenter brièvement, bon ça fait une trentaine d'années que je pratique des arts un peu traditionnels, rien de spécifique, plutôt karaté, plutôt des choses comme ça. Et comment je te connais? Alors peut-être pour les plus jeunes qui vont écouter cet entretien ne le savent pas, mais quand moi j'étais ado, c'est-à-dire il y a un certain temps, une trentaine d'années, quand on lisait les revues d'arts martiaux, on ne pouvait pas passer à côté de Bernard Bordas. C'était pas possible. Donc pour tous ceux, peut-être les anciens qui regarderont, tu étais dans les revues d'arts martiaux parce que c'était je me rappelle, la grosse mode du ninjutsu, des ninjas dans les années 90. Ah, ça, il y en avait partout. Je me rappelle, Roland Abersetzer avait écrit des bouquins, un bouquin en tout cas, et d'autres. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et quand on pensait, enfin moi quand je regardais les revues, les articles d'arts martiaux, de revues d'arts martiaux, de karaté, tout ce qu'on veut, le ninja français, c'est toi. C'était toi. Ça, c'était incontournable à cette époque-là. Donc, je ne sais pas si on se rend compte, et c'est pour ça que j'insiste dessus, à quel point tu étais connu dans ce milieu-là, à cette époque-là. C'était vraiment énorme. Les plus jeunes, là, ils ne le savent pas. C'est ce qu'ils découvrent maintenant à travers ta chaîne. Mais moi, je le sais, en étant maintenant ancien. Donc, déjà, je te connaissais à cette époque-là. Alors, pas personnellement, mais Bernard Bordas, à l'époque, je savais qui c'était. C'était le gars qui passait dans les revues, le ninja. D'accord. Donc, tu as une cinquantaine d'années, c'est ça que tu m'as dit? À peu près, ouais. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, c'est bien aussi d'avoir un peu de mémoire quand on a l'ancienneté, n'a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. On se rappelle des choses. Et donc voilà, bon, le ninjutsu ne m'intéressait pas plus que ça à l'époque. Donc, bon, voilà, voilà, quoi, sans plus. Et après, les années ont passé. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai été retrouvé, entre guillemets, de manière un peu plus proche, et j'ai découvert par hasard que tu avais une chaîne YouTube. Ça devait être dans les années 2015, 16, je ne sais plus exactement. C'est beaucoup plus tard, je ne savais même pas, mais c'est complètement le hasard. Oui. Complètement le hasard. Tu tapes quelque chose et puis YouTube te propose autre chose. Tu cliques. Et quand j'ai vu ton nom, bien sûr que je me rappelais qui tu étais, donc je dis, bah tiens... pourquoi pas, je regardais. Donc j'ai commencé à regarder. Bon, c'était intéressant sans plus. C'est toujours pareil, tant qu'on n'a pas un déclic, voilà, je trouvais ça intéressant, ton discours globalement. Et puis après, bon voilà, ça s'est dilué dans plein de choses, etc. Alors, je te coupe parce que c'est vrai que tu dis c'était globalement intéressant mon discours, parce qu'au début, c'était surtout de l'histoire. J'avais fait ma chaîne peut-être 2014 vers là, il me semble, ou 2015, où vraiment je parlais de l'histoire. Qu'est-ce que le ninjutsu? Qu'est-ce que n'est pas le ninjutsu? Qu'est-ce que l'art martial? Qu'est-ce que n'est pas l'art martial? J'essayais de faire une chaîne de démystification, étant donné que j'avais créé un centre franco-japonais d'études des arts martiaux japonais et antiques en plus. Tu vois, donc c'était tout ce qui était un rapport à la combatique, de l'époque des Égyptiens jusqu'aux Japonais, etc. Et ça m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que ma chaîne YouTube était basée sur un peu de gaulois, un peu de japonais, mais surtout sur l'histoire. Ça, c'est vraiment quelque chose... Je montrais à l'époque relativement peu de technique, quoi. Oui, mais ça m'a quand même intéressé, et surtout, on en a reparlé beaucoup depuis que j'ai eu un testage, la démystification. Et parce que quand on voit les arguments logiques, on se rend compte qu'il s'est passé des choses qu'on ne sait pas. Et que, comme beaucoup de choses, politiques ou autres, on nous raconte beaucoup d'histoires. Et on y croit quand on est jeune, mais après, au fur et à mesure, donc, on se rend compte que c'est pas ce qu'on nous a présenté.
l'histoire du judo, karaté, comme aikido, etc. Quand on creuse en profondeur, bon, c'est pas des choses inavouables, mais c'est quand même c'est pas ce qu'on nous présente. C'est pas ce qu'on nous présente. Il y a des choses inavouables. Il y a les choses officielles. Ouais. Oui, il y a des choses inavouables, oui, genre Sasakawa, Ouais. mais entre autres, oui. Mais il y en a qui le savent, hein, mais c'est pas diffusé. Hein. J'ai discuté avec des personnes depuis. Il y en a qui le savent, il y en a qui sont au courant de ça. Mais bon, c'est une information finalement comme une autre. Après, excuse-moi, tu parles du karaté, là. Oui. Mais je me souviens d'une des premières vidéos que j'ai faites, c'est sur l'histoire du judo, où déjà les gens expliquaient que Jigoro Kano, il avait fait son judo pour japoniser l'Occident. Et ça marche. La preuve, tu viens chez moi, je suis sur des tatamis, j'ai des statues de Bouddha, tout ça. C'était surtout pour orientaliser. C'était la grande mode du japonisme. Oui. Il y a eu 2 modes de japonisme. Il y en a 1800 et des poussières, et puis après 45, je crois. Mais le fait, c'est que c'était politique. Voilà. Et le judo était plutôt, non pas un sport au départ, mais quelque chose pour apprendre aux gens à vivre ensemble. Ça, c'est important. Le karaté, c'est pareil. Il y a des choses très politiques. Ueshiba, il connaissait les empereurs. Il connaissait, je crois, Togo ou Tojo, je me souviens plus, qui lui avait sauvé la vie quand il devait être fusillé, quand il était en Mandchourie, je sais plus sur quel territoire, et il avait des rapports avec l'océan Noir, avec des gens, des assassins, enfin, c'est énorme. Et il y a de plus en plus de livres, c'est pour ça que j'ai pas voulu continuer pour le moment mon livre sur la démystification, parce qu'il y a des informations qui commencent à filtrer. Tu vois, par exemple, dans le Penchak, où c'est très lié à la politique, à la religion, à l'animisme, à la superstition, ils vont forger des machettes, ils vont mettre ils vont inclure des araignées dedans pour qu'il y ait le venin quand on est vraiment dans la superstition. Et ils travaillent pour les clans politiques aussi. Ils font la sécurité des femmes et hommes politiques dans leur pays. C'est énorme, quoi, je veux dire. Mais moi, je m'y attendais même pas quand j'ai commencé à découvrir ça. Moi, j'étais surtout sur l'histoire qui a été dite et fausse. Donc, il y a qu'à le laisser là, il y a qu'à le laisser là-bas, ouais. Voilà. Et puis, moi, ça m'a surpris, ça, tu vois. Et c'est dit, mais c'est encore pire. Et je me suis dit, si j'avais fait mon livre sur la mystification il y a 5 ans, j'aurais manqué tout ça, qui est bien au-dessus, quoi. Mais, il y a des... Dans le livre sur l'aïkido qui s'appelle « À la croisée des chemins », c'est là où Ueshiba était, tu vois, il était prêt à travailler avec des sectes assassins, tout ça, vraiment. Mais pour faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement, toutes les crises qu'on a eues et ce qui se passe en ce moment, sans donner des détails, c'est pas le but, mais beaucoup de gens ne veulent pas savoir. C'est ça ce qui m'étonne le plus. Beaucoup de gens ne veulent pas savoir. Après, est-ce que ça changerait la pratique? Pas forcément. Dans son club, au quotidien, mais c'est important d'être lucide sur ce qu'on fait. C'est très important d'être lucide sur ce qu'on fait, mais j'ai l'impression que ça n'intéresse pas tant que ça, comme la vérité. Il y a un proverbe qui dit « le mensonge prend l'ascenseur, oui, alors que la vérité prend l'escalier ». Et alors c'est vrai que ça ne change pas la pratique, les fédérations... récoltent leur licence, tout se passe bien, mais je pense que c'est important à un moment, et ça vient, moi c'est vu sur le tard. Je suis pas sûr. Alors oui, ou sinon tôt ou tard c'est une bombe à retardement qui explose dans la figure, mais... Il y a des affaires de pédophilie, il y a des affaires de cocaïne, il y a des affaires de tricherie, la fédération de taekwondo, fallait que les gars payent eux-mêmes leur voyage pour aller faire des compétitions, il y a des trucs truqués, enfin moi je me souviens ici, quand il y avait des compétitions de karaté, on était avertis 3 semaines avant, alors que d'autres clubs étaient avertis 4 mois avant. Donc c'était pour qu'on n'ait pas le temps de se préparer. Je sais que le club de Rochefort avait fait des procès à la FFKMA pendant des années à cause de ça, tu vois, quand ils étaient avertis au dernier moment des passages de grade, au dernier moment des compètes. Déjà, ça c'était à ce petit niveau-là, tu vois. Oui. Mais il y a, enfin, je veux même pas en parler du président de Fédé, quoi, tu vois. Mais c'était vraiment quelque chose de dingue, tu vois, 1 milliard qui disparaît, machin de pédophilie, enfin bref, c'était. On ne sait pas tout. On sait pas tout. Très, très clairement. Est-ce que ça va changer de savoir? Moi, ce que je vois, c'est tous les dirigeants, les responsables sont complices quand même. Il y en a qui ont l'honnêteté de partir, et il y en a qui n'ont pas l'honnêteté de partir, parce qu'il y a trop de... Comme pour une maladie, tu vois, il y a des comment on appelle ça? Tu sais, les bénéfices cachés, les bénéfices secondaires, le fait que quand on est malade, on s'occupe de nous. Quand on est directeur...
régionale ou départementale, eh ben, on reçoit des cadeaux, des titres. Des avantages en nature, tout ça. Exactement, voilà, ouais. tout ça, les voyages. Comme je me souviens, dans les années 80, on voyait ça sur le karaté. Francis Didier et toute la clique du karaté qui allaient faire des stages à Tahiti, tu vois, ou au Maroc. Il y en a beaucoup qui étaient des pieds noirs, donc ils retournaient en Algérie ou au Maroc. Tu vois, je sais pas si c'était Serfati ou des noms comme ça, tu vois, des gars. Et ils retournaient où ils étaient connus, où ils avaient été chassés en Algérie, pour dire, t'as vu, j'ai été chassé, mais t'as vu, j'ai mon costard maintenant. Avec mon... Oui, il y a une part de représentation et surtout... Une revanche à prendre. Une revanche, oui, et de position, surtout. Oui, bien sûr. Voilà, la position, bon, bah, ça va avec l'homme, hein, c'est très clair. Et donc pour en revenir à la question d'origine, donc voilà, mon point de départ, ça a été quand tu parlais de la démystification. Parce que j'ai trouvé ça tellement logique que je me suis dit, mais pourquoi on l'a pas su avant? Henri alors en replay, bien sûr, je lisais les chroniques martiales, son bouquin et ses chroniques dans Karaté Bushido. Et ça déjà, mais il parlait moins de politique. Toi, tu parles beaucoup plus des fédés, tout ça, mais c'est tout à fait complémentaire. Hein. Et voilà, déjà, démystification. Et pourquoi je suis venu au stage? Parce que je t'ai connu 2015-2016, je ne sais plus exactement. Après, je suis passé à autre chose. Et puis un jour, je suis revenu par hasard toujours sur ta chaîne. Et le déclic, c'est que je suis revenu... je me rappelle très bien, c'était juste avant le confinement, tu faisais un stage sur le bâton. En nature, oui. Donc je me suis dit, ça a été le déclic pour dire, faut pas mourir idiot, comme on dit, faut tester. Avant de parler, faut tester. Beaucoup trop de gens parlent sans savoir. Enfin, sans avoir testé. Alors, faut venir, faut tester. Moi, c'est ce que je pense. Et voilà. Et aussi, ce qui m'a amené, je m'en rends compte avec le recul, venir te voir aussi, c'est qu'il y a un déclic qui s'est passé chez moi suite aux attentats du 13 novembre 2015. Et ça m'a beaucoup marqué, parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est bien beau de faire des blocages et des coups de pied, mais les gars, ils sont venus en calache, ils ont tiré sur tout le monde. Toi, tu fais quoi, en fait? Alors, c'est sûr que je suis pas agent des forces spéciales, je suis pas flic, je suis pas gendarme, je suis pas au GIGN, très bien. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Les réflexes, même de base, est-ce que je tétanisé, je me serais caché? Si j'avais eu l'opportunité de saisir l'arme, j'aurais été là, est-ce que je l'aurais fait, etc. Et là, je me suis dit, j'ai réalisé petit à petit que, il y a un fossé là. Il y a un fossé. Mais c'est pas pour autant que je regrette ma pratique actuelle, que je pratique toujours avec plaisir et tout ça. Mais je pense avoir réalisé où se situe l'un et où se situe l'autre. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de... Voilà. Et l'idéal, ce serait d'essayer de relier les deux. Et je suis sûr qu'on peut relier les deux. C'est pas, les deux sont pas... Il n'y a pas une séparation, il n'y a pas... il n'y a pas une dichotomie entre les deux. C'est vraiment... Il y a moyen. Et en plus, en ce moment, tu le rappelles sur ta chaîne, sur ton Facebook, les attaques au couteau. Et là, je me dis, je fais quoi, l'attaque au couteau je attrape le bras, blocage bas, blocage haut, mais s'il me coupe les tendons, voilà, c'est des questions, voilà, juste un truc intéressant. Pourtant, on essaye de faire coller avec le monde réel, avec la réalité. Pourtant, sur le dernier Science et Vie, 54% des Français disent préférer le monde virtuel au monde réel, c'est-à-dire les écrans à la réalité. Ça, c'est une chose. Ensuite, si on va vers les arts martiaux asiatiques, c'est qu'il y a ce côté exotique, que ce soit la capoeira, que ce soit la lutte russe, etc. On va vers quelque chose qui n'est pas de notre civilisation. Donc, quelque part, il y a le côté aussi exotique. Donc, ça veut dire qu'on veut sortir du commun des mortels, quoi. On veut sortir de l'ordinaire, si tu veux. Donc, arriver à faire coller l'ordinaire, qui maintenant, c'est 300 attaques à l'arme blanche par jour en France. On peut peut-être même plus, hein. Et puis de l'autre côté, il y a ma pratique qui est dans un truc fermé, avec une tenue particulière, un échauffement, des gens que je connais, des rituels. Et quand je fais du combat, c'est arbitré. J'ai des gants, j'ai des protections, on n'a pas le droit de taper aux yeux, etc. Et le gars, il n'a pas envie de me tuer en face.
Donc dans ce côté jeu ritualisé, c'est un jeu ritualisé, qu'on appelle sport. Et de l'autre côté, il y a le gars avec une machette quand il est tout seul. Déjà, c'est déjà une chance pour nous, mais quand il est 5 ou 6, et là, ben, j'en apprends, là, un gars qui s'est fait arrêter en Belgique avec une machette à la main. Hier, c'était un gars qui a reçu 14 coups de couteau à Nice. Il y avait aussi un mec du côté de Nantes ou Rennes avec coups de Kalachnikov et tout ça, des mecs avaient des maléchettes et tout. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est pour ça ce qui m'a intéressé dans l'art martial russe, c'est que pour eux, et j'ai vu ça quand je suis allé en Russie, le côté militaire, le côté sport et le côté civil, il n'y a pas une grosse différence. Il n'y a pas une grosse différence. Et un petit peu le côté athénien, tu vois, où le gars, il savait qu'il allait faire la guerre. Donc il fallait que l'enfant se prépare à la guerre. Donc tout était tourné vers la guerre, c'est-à-dire vers la protection, vers pas la conquête. Hein. Les Athéniens cherchaient pas forcément, pas les Athéniens, les Spartiates, pardon. C'était le côté spartiate plutôt. Chez les Athéniens, c'était des gens qui avaient plusieurs métiers, qui étaient enrôlés pour faire la guerre. Alors que chez les Spartiates, c'était tous des soldats quelque part. C'est une nation soldat. Donc une grosse caserne, en fin de compte. Donc tout était basé dans la direction guerre, guerre, guerre. Et ça, c'est un truc, quand j'ai vu les Russes, quand j'ai vu les premiers gars de Kadouchnikov dans les années 90, fin 90, faire les vidéos et tout ça, j'ai dit, attends, mais là, c'est roulade avec sur du béton, en treillis, en Rangers, avec un sac à dos, ou alors avec un gilet pare-balles, un casque et tout ça. J'ai dit, mais c'est ce que je faisais quand j'étais à l'armée. Et c'était réaliste. C'était vraiment réaliste. Et là, je me dis, on n'est plus dans l'exotique. D'abord parce que c'est des chrétiens, d'abord parce que c'est plus près que le Japon, et puis ça se passe pas en 1600 ans, en 1600 au Japon ou en 1800 à Okinawa. On est vraiment dans quelque chose de, tu vois, on n'est pas chez les Dayaks avec des coupes-coupes, on n'est pas à Kapura des descendants d'esclaves qui font là on est vraiment dans quelque chose que font les gens à l'armée. Et par exemple, c'est un livre que j'ai commencé à traduire de Kadouchnikov, où quelqu'un lui dit qu'est-ce que vous faisiez comme art martial quand vous étiez enfant? Alors Kadouchnikov, il dit mais on faisait ce que faisaient les Russes, c'est-à-dire l'URSS à l'époque. On faisait ce que faisaient les Russes. On faisait un peu de boxe, un peu de lutte, du sambo, samuzachita bezoluja, et puis des kettlebells, toi, des parcours du combattant, c'est ça qu'il faisait. Et le mec, il insiste, il dit non, ça n'existait pas, le judo aikido karaté. C'est-à-dire, dans le sens, ça n'existait pas, parce qu'il y avait le mur de fer, et ça venait de l'Ouest, tu vois. Donc, quelque part, il dit, je faisais ce que faisaient tous les Russes. Boxe, lutte, peut-être escrime, tu vois, des choses comme ça. Et il dit, peut-être que si ça avait existé, peut-être que j'aurais pratiqué ça, mais ça n'existe pas. Et c'est vrai que l'autre qui est en face, il a du mal à comprendre que quelqu'un n'ait pas fait du judo, du karaté ou de l'aïkido, quoi. Alors que non, c'était interdit par le régime soviétique. Et si parfois quelqu'un en faisait, c'était des gradés militaires, tu vois, plus ou moins cachés, parce que c'était interdit, quoi. Oui, là il faut se rendre compte que judo, le karaté, aikido tel qu'on le voit actuellement, c'est très récent dans l'histoire. Oui, tout à fait. Oui. Je crois qu'Aïkido, le mot a été créé dans les... c'est les années 60, Aïkido. 64 à peu près que ça s'appelait Aïkido vers là. Voilà. Avant, c'était Takemuzo Aiki, Takeda Ryu, Takeda Jujutsu, tout à fait, Daitoryu, ça a eu plein de noms. Ouais. Puis Judo, ça a un siècle, un peu plus, mais ce qui n'est pas grand-chose finalement quand on regarde bien. Judo... Judo, ça a été vraiment 1880 et des poussières, voilà, 89, mais ça a d'abord été en Angleterre. Voilà. Angleterre, Jujutsu, et après ça a été plus ou moins en France. Et tu t'aperçois, quand tu regardes l'histoire de ceux qui ont commencé le judo et tout ça, ils sont morts dans les Balkans en tant qu'espions, tu vois. C'était vraiment réservé quand même à des gens qui étaient des services secrets ou de l'armée. Ouais, tout à fait. C'était pas vulgarisé. Non, c'était la police, c'était ça, quoi. En fait, la vulgarisation aux civils, au grand public, quoi, à la masse. C'est quoi, depuis les années 50, 60, notamment le karaté. En fait, le karaté tel qu'on le connaît japonais, d'ailleurs, c'était un produit d'exportation d'abord. Bien sûr. Des années 1950, ça n'a même pas un siècle. La formalisation actuelle dans les fédés et tout ça n'a même pas un siècle puisqu'on est en 2025. Donc, Funakoshi est mort en 57. 57, ouais. Donc ça fait pas 100 ans. Il est arrivé au Japon, je crois, en 1922.
22, si je Oui, m'amémoire. voilà, 21-22. Voilà, c'est juste Funakoshi qui arrive au Japon il y a un siècle. Et son fils a transformé le karaté. Oui, ça c'est connu, ça, maintenant. Voilà. Et c'est ce karaté de son fils, surtout qu'on a eu avec Kazé. Et on est vraiment en 51, 52, 53, vers là, quoi. Voilà, en fait, pour résumer, il faut juste savoir ce qu'on pratique. Où on met les pieds, oui. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas de, moi je dirais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il faut savoir il faut être lucide sur ce qu'on fait. Alors c'est sûr que les enfants, bon, ils suivent. Les ados, l'ado que j'étais, le jeune adulte a suivi. Mais c'est plus tard que quand j'étais un peu plus mature, je dirais, à un moment où tu t'intéresses à ces choses-là. Parce qu'il y en a même, ils vivront toute leur vie. La démystification, ils s'en ficheront totalement. Après, tu sais, le problème, c'est que ces pratiques ont une âme. Ces pratiques ont une âme. Quelqu'un qui pratique la capoeira, qui est blanc, il ne va pas se sentir vraiment concerné par les descendants d'esclaves. Il y avait des blancs esclaves, hein, des Portugais, voilà, des repris de justice, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais il ne va pas se sentir vraiment concerné. Surtout s'il n'est pas brésilien, quoi. Après, nous, on n'est pas japonais non plus. Oui. Mais on n'a pas non plus de rapport avec la mafia, on a les yakuza. Voilà. Moi, enfin, pourquoi je parle de ça? C'est tout simplement parce que quand j'ai ouvert ma porte, par exemple, au club de hip-hop, quand on faisait de la capoeira, et pour qu'ils puissent venir, pratiquer d'autres figures pour faire des battles et tout, pour enrichir leur technique, ils venaient, les professeurs de hip-hop venaient faire de la capoeira avec nous. Comme ça, juste pour gratuitement. Et petit à petit, ils commençaient à taguer les chiottes, une fois ils ont laissé un choubang, ils ont commencé à piquer les feux derrière des scooters de mes élèves. Et je dis, et en fin de compte, quand tu vois d'où vient le hip-hop, le hip-hop, c'est un truc pour déceler un chef de gang aux États-Unis, chez les ados, et c'est des gens qui vont avoir des armes, qui vont travailler dans la prostitution, dans le trafic d'armes, dans la drogue et tout ça. Donc ça, c'est l'arme du hip-hop. Il n'y a pas que la musique, toi. Et on apprend, par exemple, qu'au hip-hop, tu as des gangs qui vont dans des comment ça s'appelle ça, des petits magasins de musique, et qui vont casser tous les CD du chanteur de la bande en face et tout, parce qu'ils n'en veulent pas sur leur territoire. Des trucs aussi bêtes que ça. Des gens à 15 ans qui se disent moi, j'ai plus qu'un an à vivre. Parce que, tu vois, les mecs en face, ils ont commencé à mettre des balles à fragmentation dans leur revolver. Enfin, que des trucs comme ça. Donc, il y a quand même quelque chose de malsain, quoi. Pareil, quand tu vois l'histoire de la capoeira, les premiers qui ont pratiqué la capoeira plus ou moins officiellement, après la libération des esclaves, c'est vraiment les macros qui protégeaient les prostituées sur les ports. Parce que Sao Paulo, parce que Salvador de Bahia, tout ça, parce que les grandes villes comme ça, ce sont des ports. Et la capoeira se faisait protéger, quoi. Ça se faisait par en dessous, quoi, tu vois. Et il y a quand même le côté prostitution, drogue. Il disait l'espérance de vie d'un capoeiriste, c'était 22 ans à l'époque. c'est dingue, hein. Et oui, donc il faut savoir aussi où on met les pieds, quoi. Je veux dire, quand on commence à rentrer dans un système, des trucs qui sont liés à des partis politiques extrêmes, hein. Je citerai le Krav Maga ou le Penchak, tu vois, très religieux, dans les pays d'où ils proviennent. Moi, on le sait pas, mais on va absorber quand même, en absorbant les techniques, les formes de corps, les formes de pensée. On est imprégné est imprégné petit à petit, qu'on le veuille ou non, de cette substance. Par l'esprit de ces choses-là. Voilà, de la façon dont les choses sont transmises et tout. Je suis entièrement d'accord. Je dirais même par les fantômes de, tu vois. Oui. Voilà. Parce qu'on te parle à chaque fois du fondateur ou des fondateurs. Voilà. Ça reste ce qui personnellement ne me choque pas quand on fait on a une pratique. Bon, ça descend de telle personne, ou ça a été créé par un groupe de personnes, peu importe, mais effectivement, on absorbe ça. Après, il y a la légende. Hein, quand tu cherches l'histoire, on va te dire machin, il était. Mais non, c'est pas possible. Le contexte historique, c'est pas possible.
Toi, quand on parle de l'Apkido et que le fondateur de l'Apkido était un proche de Takeda, voir un enfant recueilli comme un fils adoptif, non, à l'époque, la Corée, c'était le Japon, jusqu'en 1945. Donc forcément, c'était un esclave qui avait été acheté par un marchand de bonbons, un truc comme ça, et qui avait été récolté par Takeda, mais le mec, c'était un homme à tout faire, quoi. C'était un esclave, c'était pas un fils adoptif. Un Japonais, à l'époque, ne prenait pas un Coréen comme fils adoptif. Surtout un maître d'arts martiaux, hyper, comme Takeda, hyper carré, qui avait toujours son propre thé sur lui, tu vois. D'ailleurs, il n'acceptait pas le thé de quelqu'un d'autre, tu vois. De peur d'être empoisonné avec tous les gens qu'il avait tués, tu vois. Donc, quelqu'un aussi méfiant à tout ça n'aurait jamais pris quelqu'un d'un autre pays. Surtout, que c'était considéré par les Japonais, les Coréens étaient considérés comme une race inférieure. Oui. Donc, faut pas prendre les gens pour des débiles. Même quand tu parles maintenant, là, j'ai vu, je sais pas si je te l'avais envoyé, c'est des Japonais qui disent, mais on nous a pris pour des billes. Il dit, le karaté n'est pas japonais, c'est okinawayen. Il dit, mettez-vous ça dans la tête. Et ça venait de Chine. Donc ça n'a rien à voir. Faut arrêter de dire que c'est un art martial japonais. Il dit, c'est ni un art martial, ni japonais. Et là, c'est pas la personne qui me l'avait dit en 90, quand je suis allé au Japon, l'officier de l'aéroport. Là, c'est un pro du MMA japonais qui discute avec des pros et qui disent, on nous l'a mis à l'envers avec cette histoire-là. C'est faux. Alors, quand c'est les Japonais qui le disent, moi, je préfère. Mais quand on a un minimum de raisonnement, on voit à travers l'histoire, oui, il faut étudier l'histoire. C'est évident. Il faut étudier l'histoire. C'est Ueshiba qui disait, si vous voulez comprendre les arts martiaux, il faut étudier l'histoire du Japon. Et si tu aperçois que tu étudies l'histoire du Japon, tu as les guerres qui sont différentes et les arts martiaux qui se changent. 1452 ou 92, hop, les mousquets arrivent, hop, les armures deviennent différentes. Tu vois, etc., etc. Donc, les armes changent. 1864, les Français arrivent, bah là, ils arrivent avec des fusils chasse-peau ou des trucs comme ça. Là, ça change tout. Ça change tout. Donc oui, ça, c'est très important. Il y a une phrase qui dit, je la sors du contexte, je la connais, mais on peut la transcrire, c'est « Si tu veux savoir où tu vas... » Regarde d'où tu viens. Regarde d'où tu viens. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, je pense que, comme moi à l'époque, et peut-être sans doute des jeunes maintenant, tu t'en fiches de ça. T'es pas arrivé à ce niveau-là encore. Mais plus tard, voilà. Donc excuse-moi, je rigole parce que je me dis, si tu prends un art qui vient d'une pratique mafieuse, il y a de grandes chances que tu deviennes un mafieux toi-même. C'est clair. Et beaucoup de fédérations commencent à tomber avec des histoires de cocaïne, de pédophilie, de trafic de machin, etc. Oui, parce que là où je suis d'accord avec toi, c'est l'esprit de quelque chose, c'est transmis comme dans la famille. Exactement, quand on dit, par exemple, il y a des choses qui se passent dans des familles parce qu'il y a des secrets non dits ou des choses comme ça, mais c'est transmis, qu'on le transmet même à son corps défendant des fois. On transmet à des élèves des choses, mais même presque sans le vouloir, mais des fois même sans le savoir, mais on transmet. Donc ça, c'était la première accroche. C'était par rapport à ta chaîne, c'était tout ce côté-là, démystification, effectivement, histoire. Et savoir d'où on vient, en fait. Voilà. Après, peut-être ça change pas la pratique en elle-même, ça la change quand même, mais bon, voilà, ça c'est important, d'avoir conscience de ça, pour comprendre ce qui se passe actuellement. Mon deuxième point d'accroche aussi, ce qui m'a intéressé, c'est l'approche du corps. L'approche du corps qui transcende toutes les pratiques. C'est la biomécanique du corps, comment on bouge. Après, donc, ça a des répercussions. Bah, après, quel que soit le style, tout le monde a un tronc, deux jambes, deux bras. Enfin, voilà. Mais comprendre comment bouge le corps, c'est pouvoir comprendre après qu'on fasse de l'aïkido, du judo, karaté, krav maga, ce qu'on veut. Le reste, je vais exagérer, mais c'est pas que c'est superflu les techniques, mais ça devient, et je le pense sincèrement maintenant, très secondaire. C'est juste des applications de comment tu bouges ton corps et comment tu réagis à une situation. Alors, je ne sais pas si ça va te parler, mais Hatsumi Sensei, il disait la pratique de l'art martial, c'est la longévité, la pratique de la longévité. Alors, en fin de compte, tu pratiques l'art martial pour rester en vie. Exactement. Pour protéger ta famille, ton village, enfin toi au départ, tu pratiques l'art martial, c'est pas pour marquer des points sur un ring, tu pratiques pour sauver ta vie et sauver ta famille. Donc,
Hatsumi Sensei, il disait, en gros, en me parlant, il dit, t'es meilleur que, par exemple, Bruce Lee, parce que Bruce Lee est mort à 33 ans, et toi, t'as 60 ans, tu vois. Donc, quelque part, j'ai vaincu, tu vois. Et ce que je disais tout à l'heure, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Eh bien, à partir de là, je sais quand il signait, il y avait le kanji de longévité pendant un moment, tu vois. Et il dit, c'est ce qui est le plus important, la longévité. Et j'avais un petit badge comme ça, de l'écriture chinoise, qui s'appelait longévité. Et je partais tout le temps avec comme ça. Et chaque fois que je croisais un Chinois, que ce soit à Paris ou dans les magasins, à chaque fois, il me dit, oh, ça c'est important, ça c'est important. Parce qu'ils ont le respect des anciens, et le respect de celui qui a réussi à avoir la sagesse de pas trop boire, de pas trop manger, de pas trop, voilà. Est-ce que tu penses que des gens qui ont 40 ans ou 50 ans d'aïkido sont souples, ou de karaté, judo aikido karaté, est-ce qu'ils sont vraiment souples? Est-ce que tu sens en eux une certaine aisance articulaire, une certaine détente et épanouissement corporel par rapport à un danseur, par exemple? Ouais. Alors là, je vais répondre indirectement à ta question. Moi, je dirais maintenant, je me rends compte que la souplesse physique, la flexibilité physique, c'est avant tout mental. Bah bien sûr, Coach Itoei. C'est-à-dire, si tu es dans ta tête, et je le vois en moi-même. Oui, tout à fait, oui. Je le vois en moi-même. C'est-à-dire, à partir du moment où dans ta tête, tu es rigide d'une certaine façon, j'ai mis du temps à comprendre ça. Le corps se restitue. Et ça va dans les deux sens, qu'on dit. Tout à fait. Le corps influence l'esprit et l'esprit influence le corps. Et avec l'âge, on a tendance, parce qu'on prend de l'âge, à avoir des certitudes, des choses comme ça, on se rigidifie quelque part. C'est pas forcément négatif, mais ça devient de plus en plus dur. Alors, quel que soit l'âge, j'ai l'impression que, au-delà du physique, on vieillit, etc., bon, très bien, mais on devient un peu plus raide. Mais la raideur, elle est avant tout mentale pour moi. Et on le voit, si on reparle des fédés, et plus tu montes dans la hiérarchie, plus ça devient raide. Et plus les gens sont raides. Et dans leur tête, et plus ça rigidifie même toute la chaîne hiérarchique jusqu'au département. Alors, je vais te donner une anecdote. J'ai vu un passage de ceinture noire dans les années 90 où un pauvre black qui venait de la Réunion, il venait à Réunion, à Rochefort, hein, et le gars, il s'appelait Chanjou, hein, je pense pas qu'il soit encore vivant, à moins qu'il ait 112 ans, qui était militaire. J'ai rien contre les militaires, je suis fils de militaire, mais quand même. Et le gars, il disait à ce pauvre black, qui était le seul black de tous les gens qui passaient la ceinture noire, bon, il te manque un point. C'est bien, persévère, la prochaine fois tu pourrais y aller. Le mec, 99 points sur 100. Il lui dit, il te manque un point, la prochaine fois que le mec, il venait de la Réunion, quoi. La prochaine fois que tu te représentes, ce sera carré. Mais tu t'imagines, le mec, il est juste directeur régional à l'époque, hein. Imagine-toi, ils auraient été au-dessus, départemental, il était. Imagine-toi qu'il aurait pu être régional, mais comment on peut être aussi carré? Alors que les tout premiers qui ont passé leur ceinture noire, quand la fédération de karaté s'est faite, dans 76 vers là, 74-76, même mon prof qui faisait les cours, qui était ceinture marron comme moi, il est passé à 10 points près. Oui, voilà, donc tu vois, parce qu'il fallait beaucoup de ceintures noires pour créer une fédération à part, toi. Mais moi, ça me déglingue, quoi. Je pense que les mecs étaient beaucoup plus performants dans leur kata, dans leur karaté, dans les années 70, où il y avait moins de formes, où il y avait, c'était plus, on savait pas trop, que après, quand ils ont dit, bon, maintenant le kata, on le fait comme ça. Ça me fait penser à l'histoire du catholicisme. Il y avait plein de christianisme, et un beau jour, je ne sais pas si c'est pas Irénée, je ne me rappelle plus, c'était un pape, un ancien général qui est devenu pape, et qui a dit maintenant on tue tout le monde sauf les catholiques. Donc maintenant ce sera comme ça. Et tout ce qui dépasse, on coupe la tête. Tu sais, le clou qui dépasse. Voilà. Ouais. Et là, il n'y a plus d'assouplissement, il faut que ça soit comme ça. Que tu sois grand, petit, gros, vieux, jeune, c'est comme ça. J'en avais parlé à Luc Léger, et quand il disait qu'on faisait le Luc Léger, tout ça, il me dit, mais le Luc Léger, quand tu as 20 ans ou quand tu as 14 ans, c'est pas, ou 17 ans, c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, faut pas mettre le même niveau pour tous les âges.
Il dit les gens, ils n'ont rien compris. Alors il était content parce que l'armée, la marine, tu vois, la police, tout ça avait pris son truc. Mais moi, il me dit, moi, je suis époustouflé de voir que à 25 ans, ils font les mêmes barèmes que pour. Il te dit, à 25 ans, il faut le 7 pour arriver à t'engager à l'armée, par exemple. Si le mec il a 40 ans, on lui met quand même le 7, tu vois. C'est aberrant. D'abord, tu vas pas demander à un mec qui a 40 ans de courir comme un jeune. Lui, il s'occupera d'autre chose, quoi. Tu vois, comme fonction. Enfin, c'est bizarre. J'ai trouvé ça vraiment... et lui aussi, trouvait ça vraiment aberrant. C'est rigidification et rigidification du corps et des formes. Et ça permet pas de vieillir. Ça me permet de rebondir sur aussi quelque chose qui me préoccupe depuis quelques années. C'est comment bien vieillir avec l'art martial, en tout cas avec les arts de défense et tout ça. Ça, c'est une question. Et justement, la rigidification, c'est pas la voie, parce qu'on se rigidifie de toute façon de base. Et c'est pour ça que t'as la réponse. Les Russes, je pense que c'est pour ça que... Alors, j'ai un tout petit niveau, j'essaie de comprendre grâce à toi, mais... Je pense avoir compris déjà une chose, parce que déjà je recherchais quelque chose. C'est, tu peux pas avoir la même efficacité à 70 ans qu'à 20. Donc forcément, il faut évoluer. Sur les mêmes techniques, oui. Voilà, pratiquer à 60, 70 ans comme à 20, déjà c'est aller dans le mur. Ben, Mawashi, à 70 ans, quand tu as fait une sarcopénie, que tu es vraiment fatigué et que tu as les hanches en plastique, c'est sûr que c'est plus difficile. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui ne comprennent pas parce qu'ils sont jeunes ouais. Et ils peuvent pas encore comprendre. Mais ils comprendront tôt ou tard parce qu'ils vont vieillir. Comme toi, comme moi. Maintenant, j'ai assez de recul pour... voilà. On n'a pas la même vitesse 30 ans plus tard que quand on avait 20 ans. On n'est pas aussi fort, on n'est pas aussi rapide, on n'est pas aussi explosif. Et donc, il faut bien trouver d'autres qualités pour rendre ces techniques efficaces. Et en tout cas, moi, j'ai réalisé que l'efficacité, c'est pas synonyme de force. C'est synonyme de force quand on est jeune, mais je me suis toujours demandé, même quand j'étais ado, quand je lisais les revues d'arts martiaux, on disait les légendes sur les grands maîtres, avec rien du tout, ils étaient vieux, et puis tout d'un coup, dès qu'il y avait le combat, et en fait, mais ils n'étaient pas plus rapides, ils n'étaient pas plus explosifs, mais ils avaient quelque chose que les jeunes n'avaient pas. Et c'est ça, et tout le monde n'y arrive pas. Le calme intérieur, voilà. La prévision. Après, de toute façon, tu as la réponse. Alors, dans ton discours, ce que je vois, c'est que tu me dis, voilà, par exemple, je fais du karaté, et je vais essayer de trouver... tout en restant au karaté, quelque chose à prendre dans le karaté, en vieillissant dans le karaté. En gros, c'est ça que tu me dis. À peu près. Non, mais je t'explique pourquoi. Là, sur Internet, j'ai vu plein de discours d'anciens, aikidoka, karatéka, judoka, qui disent « on ne s'entraîne pas à 20 ans ». Enfin, à 60 ans, comme on s'entraîne à 20 ans. Ils ont mis du temps, mais ils ont commencé à parler de ça. C'est des gens en moyenne qui ont 70 ans maintenant et tout ça. Ils sont de la génération au-dessus de moi, dans 70, 80 peut-être. Et ils disent, on ne peut pas continuer à s'entraîner. C'est évident. Maintenant, tu as beaucoup de gens qui ont eu la sagesse, en même temps, de faire du tai chi, comme Tokitsu, ou du yoga, ou bien d'arrêter le karaté qui leur avait bousillé les deux genoux, les deux épaules, pour faire autre chose. Peut-être reprendre après. Je connais beaucoup de profs d'aïkido, enfin, j'en ai vu pas mal en Russie et ici, qui disent, voilà, je suis 4e dan d'aïkido, mais j'arrête pour faire du systéma. Parce que l'aïkido est extrêmement rigide par rapport au systéma. Alors quand tu dis ça à un karatéka qui fait du Shotokan, que l'aïkido c'est rigide, il ne peut pas concevoir. Maintenant tu prends un karatéka qui fait Shotokan, tu l'emmènes au systéma, comme j'ai pu des amis d'Angoulême qui faisaient du karaté et qui sont mis au Shotokan. Le gars a attendu 3 ans, mais au bout de 3 ans, il y a été et puis il a dit « Ah oui, effectivement, je suis plus raide que je croyais. » Parce qu'il n'arrivait pas à faire simplement un mouvement détendu... Et il ne le savait pas, comme tout à l'heure, là, le jeune combattant, quand je lui dis qu'il faut faire le mouvement comme ça, il arrive à faire dans un sens, mais pas dans l'autre. Tu vois, mais c'est dans la tête, parce qu'il y arrive physiquement. Donc, ça commence à la contraction de défense, ça commence à la contraction d'attaque, et après, c'est que de la contraction. Alors que quand tu regardes les grands fauves,
Ils sont super détendus et ils ne se contractent qu'au dernier moment. Là, j'étais époustouflé. Tu sais, les tortues, ça bouge tout doucement comme ça, toi. Et il y avait je crois que c'était un gecko face à une tortue. Et la tortue, elle est là, elle rentre sa tête. Tu vois plus de gecko, il a disparu. Mais à une vitesse que même au ralenti, tu vois rien. Pourquoi? Parce que c'est d'économie d'énergie, tu vois. Mais je pense qu'avec le temps, on apprend à économiser son énergie et puis à être moins dans l'émotion. Après, c'est vrai qu'il y a une question d'hormones aussi, l'agressivité, la testo, tout ça, le taux de testostérone y fait aussi. Mais je dis, tu peux rester dans le même art et essayer de trouver plein de choses, ou des dérivés comme le tai chi, travail interne. Moi, je conseille, c'est par exemple la méditation, hein, ce qu'a fait Musashi. Hein. Il faisait la méditation, il est rentré dans une grotte, comme beaucoup de samouraïs qui prenaient leur retraite dans des monastères zen, hein, qui étaient financés par le daimyo de l'école, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'on peut trouver... effectivement, quand on cherche en allant, en restant dans la même école, mais c'est peut-être pas mal d'aller faire autre chose, de la grimpe, je sais pas moi, l'escalade du parcours. Ça, moi j'ai commencé le parcours, le parcours j'ai toujours fait, mais quand j'ai vu l'installation du matériel que j'avais, vers 40 ans, c'est là où j'ai commencé à installer un maximum de parcours, quoi. C'est toujours aller chercher... Bon, après, moi, je suis pas un exemple parce que j'ai toujours fait de plusieurs arts martiaux en même temps. J'ai fait l'aïkido et du karaté en même temps, la boxe américaine, taekwondo en même temps, yosekan budo, ninjutsu. Enfin, j'ai toujours fait plusieurs choses en même temps. Ça, c'est un truc, capoeira, ninjutsu, sambo. J'ai toujours fait plusieurs choses en même temps parce que j'allais chercher ailleurs ce qu'il n'y avait pas dans mon art. Oui, c'est important de rechercher et... Bah, ce qu'il y a, c'est que avec l'âge, de toute façon, tôt ou tard, tous ceux qui ressentent leur corps et qui sont honnêtes avec eux-mêmes, se rendent compte qu'ils ne peuvent plus lever la jambe bien sûr. Comme avant, etc. Donc, soit beaucoup, ils arrêtent. Ils disent, c'était bien, je me suis bien amusé quand j'étais jeune, j'ai bien pratiqué, et puis j'arrête. Ou soit il y en a qui veulent continuer, mais ils ont personne, ils n'ont pas de guide, ils savent pas où aller. Et ceux qui ont le plus, qui veulent aller plus loin dans la voie, comme on dit, ils essayent parce qu'ils ont la capacité intellectuelle de chercher, soit ils ont la chance de trouver quelqu'un qui va les guider. Mais si tu regardes, ce qui est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai de vrai, hein, mais... si tu regardes les premiers livres, Motobu et Funakoshi, ils ne lèvent pas la jambe. Il n'y a pas de mawashi au-dessus de la ceinture. C'est très récent dans l'histoire, ça. Lever la jambe au visage. Le fils à Funakoshi. Les premières, tu vois le fils à Funakoshi avec Kaze en train de faire des mawashi à la tête. Enfin, le type, il est très bas en Zenkutsu ou en Kokutsu. En Zenkutsu, très très bas pour son Tsuki. Et là, tu fais un mawashi au visage. On va dire que c'est à peu près au niveau du dessous de bras. Mais sur les premiers livres, tu vois pas, les coups de pied, ils dépassent pas la ceinture. Ouais, exactement, ouais. Et alors, il y a quelques années, le premier qui a parlé de ça, et auquel je me suis intéressé, c'est tous les livres de Kenji Tokitsu, puisque tu l'évoquais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le conseille de regarder ses livres, où il y a des vidéos, enfin, c'est le premier qui s'est remis en question, et tout ça, et c'est très intéressant. Mais c'est pareil, à l'époque, il y a longtemps, je lisais, je comprenais ce qu'il disait, mais ça ne m'avait pas encore percuté. Peut-être trop jeune encore et pas assez pas assez vieux peut-être. Parce que finalement, vieillir, c'est pas si négatif que ça, on se rend compte de choses. En 90, il est venu à Saintes. Je ne sais pas si c'est 91, 90 ou 89, il est venu à Saintes. Il a dit, voilà, la FFKMA m'a envoyé au Japon pour avoir les bunkai du karaté. À quoi servaient les katas? À quoi servaient ces mouvements comme ça? Alors il dit, je suis allé au karaté. Et on m'a dit, non, mais c'est okinawayen, c'est pas japonais. Donc il a été à Okinawa. C'est pas sur un livre, hein, c'est ce que m'a dit Tokitsu. Et il a été au Okinawa, ils lui ont dit, mais il faut aller en Chine, ça vient de la grue blanche, Shaolin, machin et tout. Donc il est parti rechercher. Et là, on lui a dit, mais c'est faux. Tous les katas que vous faites, Shotokan, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec les katas d'origine. C'est-à-dire, par exemple, une technique où tu fais ça, en fin de compte, ça devait être un truc comme ça. Je sais pas, toi, mais...
Là où tu ouvrais la garde comme ça, en fin de compte, tu devrais être comme ça. Tu vois, donc il nous a expliqué, il nous a montré les vrais katas. Et ça, c'était le matin. Il y avait tous les responsables de la fédération qui étaient là. Les vieux, hop, ils sont partis, ils sont parvenus l'après-midi. Et celui qui était directeur de l'époque, directeur départemental, il a dit non, moi j'arrête. Il était 3e dan, il dit j'arrête, c'est n'importe quoi, Tokitsu a raison, tout ça. Et tout d'un coup, le gars, je discute avec lui, il m'envoie son mémoire, etc. Hop, 4e dan, directeur technique régional. C'est-à-dire, il a dit, je laisse tout, parce que ce qu'on fait, c'est du caca. Et tout d'un coup, il a reçu une promotion, comme une médaille, etc., etc. Tu vois, et ça me rappelle dans la guerre 14, quand on envoyait les Français à l'assaut et que les canons tiraient trop court et que les canons français tuaient tous les Français, les 3 survivants, on leur donnait une médaille pour qu'ils ferment leur gueule. Oui, non, mais voilà, donc moi je dirais que ma démarche, c'est un long cheminement. Je me considère pas extraordinaire, mais c'est... Ça fait combien de temps, en fin de compte, que tu viens en stage? C'est ton combien de stages, là? Ah, si on compte, je viens, ça doit être la 10e fois, je pense, que je viens. Donc ça fait un certain temps, comme dirait l'autre. Oui. Et mais et je conseille à tout le monde de venir. Alors, je le vois à travers les commentaires YouTube. Bon, il y en a qui ont du mal par questions financières, questions de santé. Mais que tout le monde, peut-être, si je peux conseiller, essayez de venir au moins une fois. Vous économisez, etc. Et venez au moins une fois. Une fois pour voir Bernard, parce que même comme tu lances tes chaînes payantes, voilà. Hein, je vais m'inscrire là bientôt. Mais ça restera une vidéo, ça restera jamais le contact face à face comme on a actuellement et comme on a depuis 2 jours et depuis plusieurs stages. Après, ça remplacera jamais. Après, jamais. Quand tu viens, tu sais pourquoi les gens y tombent. Quand tu vois le gars tomber, et t'as la douleur qui revient, tu dis je sais pourquoi il tombe, mais au moins comprendre que ce qu'on t'a enseigné dans l'art martial, c'est 10%. Et il y a 90 à côté qu'on t'a pas enseigné. Si déjà moi je t'en enseigne 50% de plus, c'est énorme. Mais il y a plein de choses, comme j'ai montré tout à l'heure aux lutteurs de MMA, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, qui sont autorisées, mais que ça ne viendrait pas à l'idée. Et il y a quelque chose que tu disais et que j'ai senti, et on ne peut pas voir à travers une vidéo, c'est... Par exemple, on voyait des vidéos de Ryabko ou de tous ces personnes-là. Les autres, ceux sur lesquels ils font la technique, ils tombent, ou on a l'impression, et puis ils tombent tout seuls. Et ils disent, ah ouais, et les commentaires, c'est de la blague, c'est du chiquet, c'est... Ouais, mais venez soyez à la place. Vous verrez que le corps, il réagit d'une certaine façon à une certaine stimulation. Et vu de l'extérieur, c'est comme pour tout. Quand on est à froid, hors d'une situation, on ne comprend pas ce qui se passe. Il faut toujours vivre la situation à chaud. Et à chaud, on ne réagit jamais de la même façon que, comme d'ailleurs, on dit toujours, ah mince, si j'avais su, mince, ou sinon, un truc tout simple. C'est arrivé à tout le monde, passer un examen ou un concours où là, on est stressé et tout, on passe. Et combien il y en a qui sont sortis en disant, mince, j'ai oublié de dire ça, mince, je savais ça, je ne l'ai pas fait. Ah mince, il m'a posé cette question, j'ai été déstabilisé alors que je savais. Ah oui, mais en situation, c'est pas la même chose que de l'extérieur, sur une vidéo, chez soi, tranquillement, alors qu'on est en train de manger en même temps ou en train de regarder la télé en même temps. Donc, faites attention tout le monde, mais ça... Après, on dit que c'est pas réaliste, etc. Venez, mettez-vous en face. Mais tu sais, il y a quelqu'un et après, vous verrez. Quelqu'un qui est devenu quelqu'un de haut gradé, entre guillemets, c'est-à-dire un ancien. Il n'y a pas de grade en systéma, mais qui regardait les vidéos de Ryabko, puis les mecs qui tombaient, puis ne comprenaient pas pourquoi. Donc il va à un stage, il a fait comme moi, il a dit, moi je veux savoir. Je ne veux pas contenter de parler juste pour dire, ça ne me convient pas, je ne comprends pas, donc c'est faux. Dans ce cas-là, beaucoup de choses elles sont fausses. Hein. Donc le gars, il arrive, il participe au stage, et il voit les gars qui tombent. Il dit, mais pourquoi il tombe et tout? Et à un moment, Ryabko, il a dû sentir que le gars hésitait. Alors il lui demande de venir, et là, il lui envoie les patates dans un angle que le gars n'a pas vu, mais que le corps arrive à sentir, quoi. Et là, tout d'un coup, il se jette au sol. Et au moment qu'il veut se relever, il voit le poing qui arrive, et là, il se jette en arrière. Et là, il a compris qu'en fin de compte, il n'a pas le temps de penser.
C'est-à-dire c'est le corps qui réagit pour pas prendre une patate. Comme je dis, quelqu'un qui a mis une fois dans sa vie la main dans le feu, il sait que ça brûle. Donc si tu arrives avec un briquet, il va tout de suite enlever la main. Bah, quelqu'un qui s'est pris une patate dans la tête une seule fois dans sa vie, quand il voit le point, le corps, il reconnaît la douleur, quoi. Il peut anticiper. Ouais, exactement. Et je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles, quand on voit des vidéos de Systema, on dit que c'est chiqué, c'est sans doute parce que c'est fait lentement. Alors que tout le monde a l'impression, en tout cas en Occident, c'est rapide, les techniques, tout ce qu'on apprend, toutes les techniques, c'est rapide. Et on dit, mais lentement, c'est pas réaliste. Pourquoi il a bougé? Pourquoi il est tombé? Il lui a mis le main. C'est pareil, il faut tester. Moi, j'incite tout le monde, avant de critiquer, tester. Mais on disait ça pareil pour l'aïkido. Regarde, au début, les judokas, les karatékas, les boxeurs, tout ça, quand ils voyaient les gens qui tombaient sur une clé de jambe, une clé de bras, par exemple, côté gaïchi en aïkido, et le gars faisait une roue sans les mains, alors c'était joli, il écartait les jambes, ça faisait une feuille de ginkgo avec le hakama, oh mon Dieu que c'est beau. Et ben tout le monde disait c'est un truc pour les gonzesses, toi. Pourquoi? Mais parce que si vous voulez pas vous faire luxer le poignet, vous faites la chute. Parce qu'en fait, la chute, c'est la manière de s'échapper et de ne pas avoir mal. Donc en fait, n'importe qui, alors soit vous craquez le poignet, on a failli, on l'a vu hier, soit c'est le poignet qui craque, soit vous échappez, et que vous soyez souple ou pas, vous échappez. En fait, la chute, c'est pas une complicité, c'est ça peut être pour des démonstrations et des choses comme ça, mais vous voulez pas que ça casse, une clé de coude, une clé de poignet, vous chutez. Et ça, le corps, il le sent tout de suite s'il veut échapper à la douleur. En sambo, là, Bernard Branchard, qui était champion du monde, je crois qu'il était, avait fait plusieurs livres sur le sambo, pour les enfants d'ailleurs, et il disait pourquoi en lutte, à chaque fois quand on est par terre sur le dos, on a perdu. Hippon, victoire totale, etc. Donc dans un sport de combat, comme la lutte gréco, t'as un rond, ou un tatami, et de façon de gagner, c'est où tu le mets par terre sur le dos, ou bien tu le jettes en dehors de la ligne. Voilà, ça c'est... J'avais expliqué pourquoi. Et en fin de compte, quelqu'un qui est sur le dos, il est humilié, il est comme un bébé qu'on va changer les couches. Il est humilié. Puis il y a aussi les gars qui arrivent avec la lance et la baïonnette qui vont le tuer. Donc il y a ce côté-là. Et il disait, c'est pour ça qu'on n'aime pas tomber. Voilà. Alors qu'en fin de compte, le soldat, quand il va au sol, c'est pour sauver sa vie. Il entend un coup de feu, et il fait ça, comme je disais tout à l'heure, et en plus il creuse pour aller plus bas. Alors que les autres, ils veulent pas tomber, toi. Si tu tombes, boum, tu as perdu ton combat, ou bien si tu tombes, tu vas mettre la main, tu as peur de tomber, tu vas mettre la main par terre, le poignet par terre. C'est perçu comme quelque chose de négatif ou d'humiliant, chuter. Et on le sait bien, on dit le mec qui t'emmerde, tu le fais chuter, quoi. Tu vois, tu le fais tomber, tu le balayes, une balayette et tout ça. Les flics savent ça. Ils te balayent les deux jambes, après ils menottent quand la personne est par terre, avec le genou sur la tête, évidemment. Donc tous ces trucs-là, c'est vraiment l'humiliation. Là, tu vois, la personne, elle est soumise et tout. Donc on n'aime pas ça. Alors que le soldat, lui, d'aller au sol, il s'en fout. Tu vois, au contraire, c'est il rampe, il tire au sol, il n'y a pas de problème. Il est passé outre les côtés comme ça. Mais tous nos réflexes de survie, dans notre société qui est maintenant, entre guillemets, maintenant, ça demande à être vérifié maintenant, à être civilisé, j'ai l'impression que c'est comme un animal dont on a limé les crocs. Bien maintenant, sûr. par l'éducation, alors c'est très bien, faut pas tuer son prochain, faut pas lui faire du mal, faut pas ci, faut pas ça, mais résultat, quand les temps deviennent un peu plus troubles comme en ce moment, et on parle pas d'autres pays, on parle de la France, plus personne sait faire quoi que ce soit. La police peut pas intervenir, enfin ils n'ont pas de moyens, etc. Bon, je vais pas rentrer dans... Non, mais si ça pète, ils vont protéger leur famille. La police, ils vont exactement. pas protéger les inconnus. Il faut se poser la question, est-ce que notre éducation nous a permis de survivre? Et pour l'instant, ma réponse à moi, c'est non. Non. C'est non. Je vais pas faire un scoop, parce que je crois que le numéro est pas encore paru. Sur le dernier Science et Vie, où il parle justement que les écrans obsèdent les gens d'aujourd'hui, 54% de la population préfèrent le virtuel qu'au réel, mais il parle à un moment par exemple de la spécificité du cerveau des footballeurs. Parce qu'on ne savait pas, mais ils en ont un. Donc ils expliquent que le QI, on sait que le faire du foot, ça augmente pas le QI. Par contre, ça augmente la cohésion de groupe. Et il disait, elle est proche du sauvage. Du sauvage, tu vois, de l'animal sauvage. Et la cohésion de groupe, c'est normal.
comme les forces spéciales où chacun doit savoir où est le gars. Et il disait aussi, en deuxième position, c'était que tout ce qui est proprioceptivité, là, c'est énorme, quoi. Ils ont une sensation du corps, alors, quand tu vois l'animal sauvage que ça donne, quoi. Et ça, c'est pareil, le mec dans l'Amazonie, le mec au fin fond de l'Afrique, le mec dans la taïga, eh ben, il doit être hypersensible aux odeurs, il doit voir les choses qui bougent loin. Si une tempête se lève à 3 kilomètres, ils doivent avoir le temps de faire leur abri, ça c'est le film de Kurosawa, là. Où il faut qu'il fasse l'abri avec des roseaux et tout ça. Herzu Uzala, un nom comme ça, toi. Bon, tu vois là, c'est vachement important, quoi. Donc, le sauvage, c'est celui qui va survivre. C'est ce que me disaient des SDF il y a 20 ans. Ils disent, si tout pète, nous, on va survivre parce qu'on est habitué à survivre. Et moi, je leur dis non, parce que si tout pète, les poubelles seront vides. Tu pourras rien à bouffer dans les poubelles. Mais le fait de vivre en groupe. Maintenant, qui est-ce qui a l'habitude de vivre en groupe, qui sont sauvages et qui attaquent les gens avec des machettes? Oui, c'est des gens qui sont pas, C'est pas des civilisés. Les civilisés, ouais. Ils parlent les machettes comme ça. Oui. Et donc ça va pas. Et on est d'accord. Pour rebondir à ce que tu disais, maintenant je me rends compte, l'art martial, c'est courir vite, savoir sauter. Enfin, autant qu'on peut après avec l'âge qui vient, mais c'est pas les techniques, c'est un peu l'écume. Disons bouger au bon moment. Ou bouger au bon moment, exactement. Voilà. Mais ce qu'on apprend dans les clubs, c'est bien, ça fait bouger le corps. Moi, je regrette rien. Ça fait bouger son corps, c'est de l'éducation physique aussi. Mais si on parle vraiment de défense, de survie, c'est l'écume. Parce que tout ce que, comme t'enseignes le parcours, tout ça, ça devient pour moi évident que ça fait partie de l'art martial. Bien sûr, ça s'appelle le parcours du combattant. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire que si on voit qu'ils sont nombreux, si on voit qu'on peut pas, s'il a un couteau, il faut savoir courir. Et fuir. J'ai fait un livre là-dessus, ça s'appelle le Shoten, hein. Shoten no Jutsu. Fuir, c'est une technique d'ailleurs, on le dit. Hein. Après, beaucoup de professeurs le disent maintenant, mais est-ce qu'ils y croient? Ça, c'est pas sûr, mais parce qu'on enseigne malgré tout toujours les techniques, etc., frapper, etc. Oui, très bien. Parce que la frappe, c'est chez l'Homo sapiens depuis la nuit des temps, mais tout le reste. L'éducation physique, gymnique, moi je me rends compte avec le recul maintenant de quelques décennies, c'est hyper important. Et puis la gestion du stress. Et la gestion du stress, tout à fait. On te dit en système 1, m'avait dit le major Komarov, c'est un militaire, hein, mais il te dit, j'ai fait un stage sur les poings, il dit les coups de poing c'est juste 10% du système 1. C'est-à-dire de l'art martial en général. La gestion du stress, la respiration, le ramper, tu vois, qu'on appelle ça là. Le high de Aikido, tu vois, arriver à se connecter à l'autre, la connexion, c'est énorme. Ouais, mais tout ça, malheureusement, ça rapporte pas de licence au Fédé. Non, parce que déjà, pour vouloir ça, faut avoir compris. Déjà. Faut pas juste chercher l'exotisme pour fuir. Avant, les gens fuyaient en allant dans les clubs d'arts martiaux. Maintenant, ils fuient en regardant, les arts martiaux exotiques. Maintenant, ils fuient en regardant un écran. Ils peuvent regarder dans leur écran des techniques d'arts martiaux exotiques aussi. Mais ils fuient, c'est Inception. Ils fuient dans la fuite. Ouais. Tu vois, il va falloir qu'ils se réveillent dans leur réveil. Ils réveillent dans leur sommeil 2-3 fois avant d'arriver. Moi, une bonne douche froide, un coup de pied au cul, c'est vite arrivé. Hein. On est des fouets ici. C'est ça que j'ai oublié de te montrer. Ouais. C'est pour ça que je redis à tout le monde, les vidéos c'est bien, c'est mieux que rien. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, il y a 2-3 siècles, eux ils avaient juste des peintures et des dessins. Donc les vidéos c'est un outil que j'utilise moi-même. Mais si vous n'avez pas le support physique et s'il n'y a pas quelqu'un pour vous guider, qui que ce soit, quelqu'un qui a le niveau, qui a la conscience de tout ça, on sera quand même très vite plafonné, limité, à moins d'être soi-même, entre guillemets, quelqu'un de supérieur, d'éveillé, d'éclairé, un génie, comme disait Henri Play. Voilà, et si vraiment les vidéos peuvent servir. La preuve, c'est que sur les dernières vidéos de bâton que j'avais mis, il y a quand même quelqu'un qui me dit, envoie ta verticalité quand tu bouges et tout ça. Ouais. Alors même moi, je m'en rends pas compte, mais il me dit, moi je lui dis, oui, c'est vrai, c'est super d'avoir vu ça. Quelqu'un m'a dit, tu bouges avec l'école les bâtons de l'école Kukishin-Ryu, mais avec, comme si tu maniais des shashka, là, je s'appelle Shudenka, tu sais, les travails de shashka. Je lui dis, ouais, c'est vrai, c'est bien de voir ça. C'est-à-dire, ça veut dire que mon corps est devenu à la fois un instrument russe, japonais, brésilien, avec la capoeira et tout ça.
Voilà, c'est ça. C'est ce que disait Henri Play sur moi. Il disait, Oui. Bernard, il a pas de forme, il a toutes les formes. Comme disait Hatsumi. Hatsumi Sensei me disait la même chose. Exactement, c'est-à-dire arriver à la fin, comme on dit. Mais ça, c'est ce que je lisais quand j'étais ado, dans les revues, les contes, les légendes, arriver au naturel. Alors qu'on on commence très bloqué. Et je recommande tout le monde de lire, même s'il n'est plus avec nous, mais les chroniques martiales d'Henri Play. J'ai lu beaucoup de choses dedans qui m'ont aussi, qui m'ont percuté aussi. Hein. Tout ça, c'est une addition de plusieurs années de choses. Et tout le monde devrait, surtout avec les moyens de communication de maintenant, on peut pas dire si on cherche l'information, oui. C'est pas une excuse pour moi. Même trouve l'information. Comment on appelle ça, les chroniques qui ont été interdites, là, qui ont été censurées, hein, celle qu'il a fait sur moi, on la retrouve sur Internet, dans laquelle il dit, quand on regarde Bernard, on a l'impression qu'il a jamais fait d'arts martiaux, il a aucune forme. Et après, il dit je prends les formes que je veux. Et là, il a dit, à la fin, on comprend que c'est comme ça qu'on devrait être. Voilà. C'est-à-dire, une fois qu'on a maîtrisé toutes les formes, on a toutes les formes, on n'a plus de forme. Et Hatsumi Sensei m'avait demandé une fois au Budokan à Tokyo, donc c'est le plus grand dojo au monde, et il me demandait de donner un coup de yari. Il me fait, Channel style. Il me fait Shaolin style. Il fait change. Et je monte wrong. Okinawa style. Et puis, un autre. Comment on appelle ça? Japanese style, tu sais, il fait Yari Jutsu ça. Il fait, et puis il éclate de rire, il fait Bordasan Subarashi desu. C'est-à-dire, il est merveilleux. Évidemment, mon copain Kassem m'avait dit, non, il dit que t'es bien. Tu vois, moi, j'ai le dictionnaire aussi avec moi, j'ai regardé Subarashi, ça veut dire merveilleux. Il disait, Monsieur Bordas, parce qu'il disait, il est Subarashi, il a toutes les formes. Il est comme moi, il a pas une forme, il a toutes les formes. Et pour ça, on dit zéro, ça veut dire qu'il a accompli. Il dit, il montrait zéro. Il dit, non seulement j'ai des collections d'armes anciennes, tu sais, des bâtons, des sabres et tout ça, mais c'est pas juste pour être dans un musée, je m'en sers ici là, pour faire les combats et les démonstrations. Mais en plus aussi, j'ai pas de forme. Donc comme j'ai pas de forme, je peux utiliser toutes les armes. Donc, peut-être pour finir, parce que c'est vrai qu'on discute longtemps, c'est passionnant. Si vous posez des questions et que vous trouvez quelqu'un, essayez d'aller voir. Pas juste la critique, parce que la critique, ça empêche d'avancer. Alors, moi j'ai la chance, donc de pouvoir, je me déplace. Je suis pas riche, mais financièrement, j'arrive à me débrouiller pour venir. Et le temps passe vite. Le temps passe vite. Hein, je me rappelle de quand j'ai débuté, et puis il y a plus de 30 ans, comme si c'était hier. Je me revois. Toi, je pense que c'est pareil. Le temps passe très vite. La porte du dojo. Le temps passe très vite, donc on n'a pas le temps de critiquer. Ça sert à rien. C'est un boulet au pied que vous traînez. Et testez. Alors des fois, il y aura des chemins qui iront nulle part. Mais c'est quand même... ça nous a apporté quelque chose parce qu'on sait qu'il ne faut pas aller par là. Donc quand quelque chose est faux, c'est tout aussi important. On n'aura pas toujours le vrai, mais on sait que c'est faux. Donc on a avancé. Ça c'est bien, ouais. Ça c'est aussi important. C'est un petit peu la méthode de Sherlock Holmes. Par déduction. Oui. Ça c'est pas bon, là c'est pas possible. Tu vois, mais comment le savoir si on n'a pas testé? Voilà, c'est ça la chose. Alors bien sûr, il y a je suis très terre à terre, il y a une histoire d'argent. Mais quand on trouve quelqu'un, surtout, tu as un public que tu n'y avais pas, enfin, qui est différent de quand on te voyait dans les revues. Mais YouTube, c'est un outil extraordinaire. Et donc, tout le monde devrait, s'ils peuvent, si ça les intéresse, je répète, moi je te fais de la pub. Je précise que ça ne me rapporte rien. Ça ne me rapporte rien. Bernard ne me donne rien. Si, donc, des coups. Enfin, des coups, voilà. Mais essayez de venir tant qu'il est encore temps. Ça c'est vraiment, j'ai envie de... Je ne veux pas faire le philosophe, mais je me rends compte moi-même que avant qu'il soit trop tard, c'est pour ça qu'en ce moment, je fais l'effort avant qu'il soit trop tard. Parce qu'après, quand c'est trop tard, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Bien sûr. Et de vous dire, si j'avais su... Non, vous saviez, c'est agir.
Bien sûr. Il faut se mettre en marche. Mais il y a des gens qui me disent, ça fait 15 ans que je te regarde, et quand j'aurai perdu 5 kilos, je viendrai, ou quand j'aurai arrêté l'alcool, je viendrai. Trop tard. Trop tard. Ça sert à rien. Trop tard. Peut-être Bernard sera plus là, il voudra faire autre chose. Voilà, donc moi, le plus dur, c'est le premier pas, hein, mais tout le monde est je me rappelle, j'avais vu, tu as organisé plusieurs stages, vous voyez, sur YouTube. Je dis, j'aimerais bien aller. Et puis, il y a toujours la peur de l'inconnu, quand même, comme tout le monde. Il faut venir, etc. Bon. Et puis après, un jour, je me suis dit, allez, j'y vais, je teste. Voilà, et puis au moins, ça me plaît pas, je reviendrai pas. Et voilà. Après, c'est sûr que, je peux venir... je prends le train, je peux payer, ça c'est un avantage aussi. Mais après non plus, il faut pas être milliardaire pour venir te voir. Non, ça non plus, faut pas. Au prix où je prends, c'est. Voilà, faut pas exagérer non plus. Mais tu sais, avant j'étais beaucoup dans les revues parce que j'étais énormément sollicité. Et à un moment, j'ai dit, André Luca, non, ça m'intéresse plus, aller voir Kassem qui est sur Paris. Moi, ça m'intéresse pas de faire un article tous les je sais pas combien. Ça m'apportera pas un élève de plus, et ça me demande du boulot en plus. Alors Kassem, il est sur Paris. Donc j'ai présenté Kassem à André Luca, et ils ont fait affaire ensemble. Karaté Bushido, c'est pareil. J'ai dit non, ça m'intéresse plus d'aller me déplacer sur Paris avec mon armure, faire des photos et tout ça chez eux et tout ça, ça m'intéresse plus. Donc si je voulais vraiment attirer des élèves, c'est-à-dire n'importe qui, c'est-à-dire un plus grand nombre, ça veut dire aussi n'importe qui, j'irais payer une publicité à 200 € ou 1000 € sur un truc d'arts martiaux et ça me rapporterait 5000 €. Tu vois, donc le but, c'est pas ça. Le but, c'est justement, grâce aux chaînes YouTube, ils peuvent voir les vidéos, ils peuvent se poser des questions. Mais pourquoi le gars il tombe? Tiens, mais là, il aurait pu casser le bras. Ah ouais, peut-être que le coup là, il aurait peut-être pété la tête. Ou là, tiens, mais là, c'est pas mal. Ou moi, j'aurais préféré faire ça. Moi, j'aurais fait ça. Ça, toi, c'est des questions que tu peux pas faire avec 3 photos sur un magazine, toi. Ouais, c'est sûr. Et un discours, parce que je veux dire que moi, je connais des vraies histoires de gens qui sont passés sur Karaté Magazine. Leur vraie vie, c'est pas du tout ce qu'il y a marqué dans le magazine. Et ils en ont rien à foutre de la vérité, tu vois. Ce qu'ils veulent, c'est attirer les publicités, tout simplement. Écoute, je te remercie. Voilà, un peu mon parcours, vraiment brièvement, ce qui m'a amené, puisque c'est ça un peu le thème jusqu'à toi. Et voilà, donc... Déjà, une espèce de... Comment on peut dire? D'envie de savoir la vérité. C'est énorme, ça. C'est énorme, ça. Parce qu'il y en a, ils en foutent de la vérité. S'ils font ça et puis qu'on leur donne un rôle et qu'on leur donne des sous, ça leur suffit. Si c'est faux, tu vois, s'il y a des gosses qui meurent... Oui, et tu sais, pour tous ceux qui ont vu le film Matrix, ouais. C'est très intéressant parce que c'est typiquement ça. Et j'ai lu une phrase, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y en a un qui a dit, j'ai vu sur Internet, Matrix n'est pas un film, c'est un documentaire. Oui. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou quelque chose, mais on se pose la question, et dans ce film, il y en a qui ne veulent pas voir la vérité, qui ne veulent pas quitter, qui ne veulent pas... Voilà. Et tout le but de ce film, c'est justement de sortir... Ce film m'a dérangé. Hein. Le numéro 1, quand je l'ai vu, il m'a dit... C'est comme Terminator. Quand j'ai vu Terminator 1... J'ai dit, mais je me suis demandé si moi je venais pas du futur aussi. Toi. Voilà, donc pour cet exemple de ce film-là que j'aime beaucoup, au-delà des acteurs et de l'image des effets spéciaux, regardez bien l'histoire et le scénario, c'est hyper intéressant, c'est ce qu'on vit. C'est vraiment ce qu'on vit. Et c'est contemporain. Donc s'il y en a qui ont pu mettre ça, voilà, chacun peut le mettre à son niveau. Et c'est très important, à mon avis. Mais je te remercie, Mickey. Écoute, je t'en prie. Ça nous fait quand même plus de 3 quarts d'heure, non, je crois. Un peu plus même. Ouais. Donc, j'espère que ça intéressera tout le monde, un grand nombre de personnes. Hein. On voulait faire court, mais je pense que c'est ça, c'est la recherche, l'appel de la vérité. Je pense qu'il faut être appelé. Il faut être appelé par la vérité, la démystification. Ça, c'est un truc... quand on sait qu'on nous a menti, on se dit, mais peut-être qu'on nous a menti sur tout. Et effectivement, c'est là qu'on va dire, mais est-ce que mon pain, c'est du vrai pain? Est-ce que mon lait, c'est du vrai lait? Est-ce que mon café, c'est du vrai café? Et en ce moment, on vit beaucoup dans le mensonge. Bah, oui. Beaucoup. Donc il y a... Faux médicaments, fausses solutions, fausses guerres, évidemment. Fausse paix aussi, évidemment. C'est sûr. Ah ouais. Je te remercie, Mickey. Et puis, j'espère que ça va intéresser beaucoup de gens. En tout cas, voilà, il y a mon adresse sous la vidéo. Vous pouvez toujours poser vos questions.
ou dans les commentaires, surtout dans les commentaires. Allez, à bientôt.